Tout le monde a une pagaie? Parfait. Monsieur derrière, madame devant ou madame derrière, pour celle qui est la plus à l'aise. Sachant que si ça va pas, c'est de la faute de celui qui est derrière. Hein? La direction. Alors tu veux aller où? Devant. Voilà. Elle va aller devant, c'est parfait. Ouais ou non, tu peux t'asseoir. Josiane et Philippe explorent Oléron pour la première fois. Tu vas t'asseoir sur le siège. Ouais, sur l'eau, quoi. Voilà, et tranquillement, on démarre. Oh, dis donc. Ils vont découvrir un lieu unique en France. Un lieu situé à la pointe nord de l'île et accessible uniquement à marée basse. Donc là, on sent que ça peine un peu plus, hein. On est en train de progresser face au courant. Et seul Stéphane, leur guide, peut les y accompagner, parce qu'il en est l'un des propriétaires. À une demi-heure de kayak, voici l'écluse à poissons. Un mur en pierre long de 600 mètres, en forme de fer à cheval, capable de résister à l'assaut des vagues. Bien vu. Très bien. En fait, c'est une zone réglementée. On est simplement 5 à avoir le droit de pêche dans cette écluse. Une technique du Moyen-Âge. De simples pierres calcaires, entassées les unes sur les autres, aucun ciment. Un vrai piège naturel. Les poissons y entrent à marée haute et se retrouvent piégés lorsque la mer se retire. Barres, dorades, mulets, l'éclusier n'a plus qu'à se baisser pour les ramasser. Donc là, vous voyez que les grilles, l'espacement des grilles ne permet pas aux poissons de sortir. Et nous, alors c'est un petit peu barbare et en même temps, finalement, si j'étais un poisson, je pense que je préférerais mourir comme ça. Au lieu de le prendre à l'épuisette, au lieu de le prendre à la ligne, on va le prendre avec un outil qu'on appelle une espiote et on va lui taper sur la tête. L'espiote, c'est un manche en bois avec une lame recourbée, un peu comme un sabre. Et on va taper le poisson au niveau de la tête. Du coup, ça va arrêter direct les fonctions vitales. Le poisson ne va pas souffrir. Toute la qualité et tout l'art est de taper le poisson sans le marquer. Alors ça, c'est à l'époque où on vendait le poisson. Il fallait être capable de taper le poisson, mais sans le couper en deux. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de pêche de Stéphane. Mais il va faire une petite entorse au règlement pour régaler son groupe. Bon, donc là, on est sur de l'huître naturelle, c'est-à-dire qu'elle n'a que 2 chromosomes et du coup, elle fait du lait. Alors, qui c'est qui avait envie d'en goûter une? Elle est charnue et commence à être laiteuse. Ouais. Faut la manger doucement. Et bien la mâcher. Et tu vas voir un peu la longueur en bouche. C'est comment? Iodé, c'est des huîtres de pleine mer, donc elles sont plus salées que les huîtres affinées Dans l'éclair. dans l'éclair, voilà. Et elles sont très très bonnes. Alors on est reparti. Go home. Direction la vieille digue. Il y a eu jusqu'à 237 écluses au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 17. On l'appelle aussi la Lumineuse. Oléron est la deuxième plus grande île de France métropolitaine après la Corse. 175 km² de dunes sauvages, de forêts de pins et de marais. Une nature préservée, prise d'assaut chaque été. La population est multipliée par 10, passant de 20 000 à 230 000 habitants. Tous viennent découvrir les incontournables de l'île. Le phare de Chassiron, 3e plus vieux de France. Les plages de sable fin et leurs cabanes colorées. Ou encore Fort Boyard. 130 km de pistes cyclables, bordées de roses trémières. Mais ce qui fait la réputation d'Oléron, ce n'est pas seulement ses paysages et son patrimoine. Ce sont aussi tous ses trésors culinaires. Si l'île vit principalement du tourisme, les Oléronais ont aussi su exploiter les richesses de la mer. Oléron est aujourd'hui le premier bassin d'Europe pour l'élevage des coquillages. Jean-Jacques Joubert et sa femme Valérie
font partie des 30 producteurs de moules de l'île. 25 ans qu'ils travaillent au gré des marées. Cette fin juin est une période cruciale. Les bébés moules implantés au printemps ont-ils suffisamment grandi? On dirait qu'il n'y a pas grand-chose sur les cordes. Ouais, c'est ce qui me fait peur. Ah? Ouais. Pas trop près. Des cordes colonisées par les algues vertes, immergées en pleine mer. Les bébés moules s'y accrochent et s'y développent. Recule. Il n'y a pas beaucoup de moules. Les cordes ne sont pas garnies. D'habitude, ça fait comme des chapelets de Ça fait perles, c'est tout. comme un collier de perles haïtiennes. Bah, ça va pas être ça cette année. Inquiète pour sa production, Valérie décide d'en couper quelques-unes pour vérifier sous les algues. C'est vrai que ça paraît pas beaucoup. Ça, quoi. c'est des moules, ça. Mais là, du coup, est-ce que vous êtes déçus sur le nombre de moules qui Un sont... peu. La moule, elle ne naît pas noire. D'abord, elle est toute petite, elle est toute blanche, toute transparente. Et à des fois, on ne la voit pas. Et puis, dans un mois, on va se dire, oh, en fin de compte, il y en avait beaucoup plus. Donc, il faut encore être patient et puis et croiser les doigts. Il se donne encore un mois avant de venir relever toutes les cordes. Mais celles déjà coupées ne sont pas perdues. Jean-Jacques et Valérie les déplacent sur leur deuxième site, à 1000 marins de là. Voilà comment les moules seront dans un mois. Celles-là sont déjà beaucoup plus vieilles, donc on les voit mieux là. Valérie accroche les cordes sur les bouchots, des pieux en chêne de 3 à 5 mètres de long, enfoncés dans le sable. Donc là, on enroule la corde. Là, ici, il y a tous les petits bébés moules qui sont là. Elles vont grandir. Elles vont venir s'accrocher sur l'écorce, comme celle-ci. Et elles vont complètement coloniser le pieu. Et on pourra les pêcher dans à peu près 1 an et demi. Jean-Jacques est le dernier producteur de l'île à récolter ses moules à la main, avec une épuisette en fer. Moi, je fais pour mes clients, donc je prends les moules les plus grosses pour la dégustation et mes clients à la vente au détail. Voilà. Bah là, elle est toute gonflée et tout, bien jaune, des super moules de Bouchot. Oléron produit 1200 tonnes de moules par an, mais ce qui fait vivre plus de 3500 personnes sur l'île Reste là, toi. et rapporte 95 millions d'euros chaque année, c'est la production d'huîtres. Valérie est fille d'ostréiculteur. Elle a repris l'exploitation familiale il y a 25 ans. Alors là, on retourne les poches. Ce sont des huîtres qui ne sont pas encore prêtes à être vendues. Et il faut les retourner de façon à ce que celles qui sont coincées dessous puissent se retrouver dessus et que ça fasse un peu plus d'espace et qu'elles puissent vraiment grandir. Et on va faire ça à peu près au moins 3 fois, voire 4 fois cet été. On va retourner les poches. Parfois, les huîtres s'installent en dehors des poches pour former de drôles d'amas. Donc notre travail, ça va être de les casser une par une. On les calibre par taille. On met dans des poches séparées, dans des parcs différents. Et après, quand elles sont arrivées vraiment au stade où on a besoin de les commercialiser selon leur taille, on vient les chercher, on les ramène à l'établissement. Il faut entre 3 et 4 ans pour produire une huître. Celles-ci seront prêtes à Noël. Du coup, tu prends la table de 5 et 6 ? Leur cabane de dégustation est en plein cœur du Marais. Alors, le sont pas lourdes, c'est ici. Ici, on ne sert que des crustacés. Et la spécialité locale, préparée par l'aînée de la famille, Laura, 26 ans. Les glades de moule, cuites au barbecue et aux aiguilles de pin. On les dispose de cette façon pour que la charnière soit en l'air, pour quand les aiguilles de pin sont au-dessus des moules, ça brûle la charnière et qu'on puisse après ouvrir la moule.
Et au moins, les cendres ne tombent pas à l'intérieur de la moule quand elle s'ouvre, vu qu'elle s'ouvre vers le bas. Laura travaille à la cabane depuis qu'elle est ado. Elle est à temps plein depuis 5 ans et reprendra bientôt l'entreprise familiale. La technique, alors on va mettre les aiguilles de pain par-dessus les moules. Elle a bien essayé de quitter le giron familial après ses études d'aquaculture, mais son île lui manquait trop. J'ai fait un stage à Toulouse, ça n'a pas du tout plu la ville. Je l'ai très très mal vécu. Je rentrais quasiment tous les week-ends sur Oléron, même s'il y avait 4 heures de route aller, 4 heures de route retour. Mais ouais, c'était très difficile et du coup, je suis restée ici, je bouge plus maintenant. Ah ouais, là c'est le début. Voilà, je viens juste de mettre le feu là. Donc la chaleur va... Le feu va brûler les moules et puis après vous pourrez les ouvrir. Jean-Sébastien vient de Camargue, Luc et sa femme du Canada. Donc là, par exemple, celle-ci, elle va être assez cuite. Oui. Alors que celles-là, là, par exemple, elles Pas sont pas encore assez cuites. Il va falloir en remettre un petit peu. Celles qui sont là-bas aussi, elles sont pas du tout assez cuites. D'accord. Alors que celles-là, oui. Mais au moins, il y en a pour tous les goûts. Alors, nous avions une question pour vous. C'est une éclade ou une églade? Alors, avec un C ou avec un G? Sur l'île, on dit églade. Oui. Et c'est vrai que sur le continent, ils disent plus éclade. Ah bon. Voilà. Mais c'est la même chose. Oui, là on a... Ah d'accord. Je vais la mettre comme ça en travers. C'est bon, Luc. Regardez, c'est beau. Voilà. Donc ça, c'est pour 3 et ça, c'est pour 2. Donc c'est à partager. Ça je le garde tout seul. Voilà. Après, Et mon verre à moi il est où? À l'églade. Bonnes vacances. Alors, ça vous plaît? Ah, c'est excellent. Ce goût un peu brûlé, carbonisé, ça lui donne un côté fumé qui est différent de les cuire normalement à la vapeur au vin blanc. La saison démarrait bien, mais elle a été stoppée net il y a 2 semaines. La cabane de dégustation de Laura et ses parents a été incendiée durant la nuit. L'établissement est entièrement détruit. Les propriétaires soupçonnent un incendie volontaire. Il y a 3 ans, ils avaient déjà été victimes d'un tel acte de malveillance. Malgré le choc, ils n'abandonneront pas et reconstruiront leur cabane. De nombreuses familles oléronaises travaillent ensemble les produits du terroir, parfois depuis plus d'1 siècle. Olivier Dupuis est marailleur. Il possède 4 poissonneries. Ses journées commencent souvent à 4h30. Ça, ciel, vous avez pêché un peu ou pas du coup? Ouais, moyen, ouais. Ouais, parce que j'ai vu, il n'y avait pas trop d'apport. Hein. T'es sorti quand? Dimanche soir? Un petit mot aux marins, un coup d'œil sur les lots. Olivier aime arriver à la criée avec quelques infos. Salut, messieurs. Salut. Ses concurrents sont déjà là, prêts à enchérir sur les lots du jour. Langoustine, requin peau bleue, et oui, ça se mange. Araignée de mer. Olivier, en contact permanent avec son équipe, doit être le plus rapide. Hein, et tu verras, il y a tes palourdes qui arrivent. Hein, voilà. Et les crevettes grises, on attendra qu'ils arrivent pour les cuire. Hein. Aujourd'hui, on ne crie plus à la criée. Tout se passe sur cet écran. T'as vu là? C'est cher cette affaire. Ils enchérissent d'une pression sur ce bouton vert. Ça vous arrive de renoncer? Ah ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive. Comme tout à l'heure sur un lot, oui, ça m'arrive. Et dans ces cas-là? Dans ces cas-là, on vend autre chose. On propose autre chose à nos clients. C'est ce qu'on essaye de faire. Ce jour-là, Olivier a acheté pour 500 kilos de marchandises. Une petite journée. Bon, mais on arrête. Hein. Au bout des tapis roulants, son atelier. Ici, on écaille,
on évide et on découpe en filets. Mais surtout, qu'est-ce que t'as d'autre à me vendre? on travaille en famille. Des solettes? Delphine, la femme d'Olivier, La sauvage, Edwin, leur fils, crevette sauvage. Y'en a pas? qui prépare les commandes des restaurateurs et répartit les caisses pour les marchés et les poissonneries. Et enfin Lucie, leur fille, qui prépare soupe de poisson et rillettes vendues à la boutique. Une entreprise familiale montée en 1937 par l'arrière-grand-mère d'Olivier, Louise Rabot. Elle est alors veuve de marin. Pour survivre, elle se lance dans l'achat de poissons à la criée et parcourt les villages avec une charrette. À 20 ans, son fils Fernand la rejoint et lui prête main forte. L'entreprise sera ainsi transmise de génération en génération, jusqu'à Olivier et sa femme. Je vous laisse vous servir le poisson, et puis moi je vous passe les homards. Delphine, petite fille de marin, a créé la poissonnerie en libre service sur le port de la Cotinière. L'avantage du libre-service, c'est que les gens, ils osent prendre des choses qu'ils ne prendraient pas chez le poissonnier. Par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'ont jamais goûté de bulot ou de langoustine vivante, ou ils vont en prendre 3 ou 4, ils n'oseraient pas demander au poissonnier, mettez-moi 4 langoustines ou 3 bulots. Que là, ils vont essayer, ils vont tester, et si ça leur plaît, eh ben, ils viendront racheter après. Est-ce que je vous mets un peu de glace? Ici, les clients profitent aussi du spectacle. C'est pas une si chère blanche. Non, le maigre, Un petit peu quand même. T'en as des petits là-bas. Oui, il y en a des petits, des portions, des mecs comme ça. J'en avais jamais eu de si gros. Jusqu'à 2000 curieux défilent ici chaque jour au plus fort de la saison. L'été, les pêcheries réalisent 33% de leur chiffre d'affaires annuel. Lorsqu'ils ont repris l'entreprise en 2003, Delphine et Olivier ont frôlé la faillite. Ils ont travaillé jusqu'à 100 heures par semaine pour redresser la barre, délaissant leurs enfants, alors en bas âge. Travailler en famille aujourd'hui, c'est un peu la récompense de tous leurs sacrifices. Mais une source de pression pour Edwin et Lucie. Elle a acheté pour 465 francs. On a toujours peur de décevoir, tout le temps. C'est obligatoire. Mais on essaye de faire au mieux, on essaye de reproduire. On n'a pas les mêmes façons de penser avec mon père, avec ma mère. Quand on fait des erreurs, ils nous le disent, hein. Ça, y a pas de souci. Mais des fois, on a besoin d'être encouragé, de dire c'est bien ce que t'as fait, c'est bien, machin et tout. Et c'est vrai que c'est assez rare. On entend plus de la part de maman que de papa. Oui, mais c'est parce que maman est mère foule. Oui, mais maman, non, mais c'est vrai. Mais je suis fier de votre travail, mais je suis là aussi pour... on va dire, pour moi, j'estime que je suis là pour vous apprendre. Et je vous mets certainement, je suis certainement dur, ça c'est certain. À certains moments, je vous fais pas de cadeaux parce que je sais que ça vous servira, ce que je vous apprends et la difficulté que je vous mets en face de temps en temps et ouais, vous servira, c'est certain. À l'origine, les habitants d'Oléron n'étaient pas un peuple de pêcheurs, mais d'agriculteurs. Bonjour. Arnaud Giron, restaurateur, Avec ce beau temps. se déplace chaque semaine sur l'exploitation de Christophe Pacul. Commencez à grimacer, là. Ah, puis on a eu un peu froid aussi. Dans son établissement, il met un point d'honneur à proposer des produits locaux. Aujourd'hui, c'est dans un périmètre de 10-15 km à la ronde. On a notre sel, on a notre fromage de chèvre, on a une partie de nos légumes, on a la moitié de notre poisson, on a le bœuf. Donc c'est vraiment très très important de pouvoir rester du local. Combien il t'en faut? Une petite quinzaine. Tiens, tu me tiens. Allez, c'est parti. Arnaud achète ses légumes au compte-gouttes. Tout doit être ultra frais pour le service du jour. Bon, bah, quelques haricots verts. Il t'en faut beaucoup? Ouais, 2 grosses poignées. On les mettra dans le taboulet de midi aussi. Et peu importe si les légumes ne sont pas parfaitement calibrés, ici, Christophe laisse faire la nature. On désherbe pas, on n'a pas d'engrais chimiques, on met pas d'insecticides. Donc c'est vrai que c'est pas les plus beaux du monde, c'est vrai. Mais par contre, gustativement, c'est les meilleurs du monde. Voilà, c'est ça.
Eh bien le bonjour, messieurs, dames. Arnaud dirige une brigade de 6 personnes. Nico, tu me déconditionnes tout ça, s'il te plaît? Oui. Et tomates bien lavées, et t'enlèves le pédoncule, tu me les coupes en quartier. Oui. On fera les tomates confites, s'il te plaît. Ça marche? Oui, chef. Il a racheté au printemps ce restaurant dans lequel il était déjà chef depuis 12 ans. Une ancienne cabane ostréicole en bois, au milieu des canaux du Marais Sallant. Un air de bistrot marin et une carte très iodée. Thibaut? Oui. Tu cuiras des madeleines, s'il te plaît, à midi? Oui, chef. On a 2 poissonniers qui nous livrent. On a la chance d'avoir le cinquième port de pêche de France. Donc c'est vrai qu'on a des arrivages tous les jours. On a 2 criées par jour, une du matin, une du soir. Donc ça nous permet de profiter du poisson tout le temps, super frais, quoi. Flanc de langoustine et sabisque. Huîtres chaudes à la fondue de poireaux. Et le best-seller de la maison, l'aile de raie au capre. 2 couverts, s'il vous plaît, avec 2 carpaccio de légumes. Oui. À suivre, un merlu, une canette rosée, une canette à point et une minute. Et avec, Nelly a quitté son poste dans l'hôtellerie pour suivre son mari. Oui, madame. Elle a dû apprendre les bases du service en salle. Messieurs, dames, bonjour. Vous avez fait votre choix? Oui. Et s'est formée aux côtés de l'ancien propriétaire. Aujourd'hui, une carafe d'eau, une minérale, messieurs, dames? Elle gère 160 couverts par jour. Eh bien, c'est très bien, merci. Merci. Au plus fort de la saison, la recette peut monter jusqu'à 8 000 € par jour. Je peux avoir la carotte blanche, s'il vous plaît? De quoi assurer 40% du chiffre d'affaires annuel sur les 2 mois d'été. Tout le succès d'Oléron réside dans la mise en valeur de ses richesses naturelles et d'un savoir-faire transmis au fil des siècles. Le plus ancien peut-être, la récolte du sel. Une activité qui a bien failli disparaître, mais que les Oléronnais ont réussi à sauver. Le but, c'est de capter beaucoup d'eau de mer et de la faire sécher pour pouvoir piéger le sel dans ces petits bassins-là qui sont les cristallisoires, les aires sonnantes, comme on dit ici. Amandine Glinch a quitté un travail de bureau il y a 15 ans pour vivre au grand air et récolter l'or blanc dans ces bassins au sol argileux. Il y a même là, c'est énorme, ça fait vraiment... c'est ce qu'on appelle la fleur, hein. C'est à fleur d'eau, ça sent bon la fleur en plus. La récolte se fait d'un geste qui n'a pas varié depuis 2000 ans. Et qu'Amandine espère transmettre à son tour pour que perdure l'une des grandes traditions de l'île d'Oléron. Tous les matins d'été, Baptiste Lebert, 29 ans, parcourt une île paradisiaque, presque déserte. C'est la bonne heure, là? Ouais. Le matin, tôt. C'est calme. Il n'y a personne. C'est la côte la plus sauvage de l'île de Porquerolles. Une réserve naturelle protégée, classée parc national. Baptiste y pratique la chasse sous-marine, en apnée. C'est assez pour se détendre, se relâcher, pour permettre de faire des meilleures apnées. Tout le monde peut chasser ici? Non, pas tout le monde peut chasser. Il y a ce qu'on appelle maintenant un quota d'ayant droit. C'est-à-dire qu'il faut faire sa demande auprès du parc national, qui est validé ou non ensuite. Et voilà, et qui après vous donne le droit de pouvoir chasser dans certains endroits de Porquerolles. Une dizaine de plongeurs seulement est autorisée à chasser dans ces eaux cristallines.
À 16 mètres de profondeur, les herbiers de Posidonie abritent plus de 70 espèces de poissons. Baptiste y chasse habituellement des loups ou des dorades. Ce jour-là, pas de poisson, mais un crustacé. C'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle une esquinade en provençal, ou une araignée de mer. Elle remonte à une certaine époque de l'année, en l'occurrence avril-mai. Et voilà, c'est très très bon, c'est peu connu, mais c'est un délice. Voilà, on va la ramener à la maison. Baptiste est chez lui à Porquerolles. Il a grandi sur ce caillou de 7 km de long, situé au large des côtes varoises. Des plages de sable blanc, des eaux turquoises. Et ce petit village dont il connaît les moindres recoins. On rentre dans la ruelle, là où j'ai grandi. Et ma petite maison, juste ici, c'est chez moi, voilà. L'histoire de la famille de Baptiste est intimement liée à celle de Porquerolles. Au début du siècle dernier, l'île appartenait à son arrière-grand-mère. Elle l'avait reçue en cadeau de mariage de son mari. François-Joseph Fournier débute comme livreur aux Halles à Paris à la fin du 19e siècle. Puis il devient milliardaire en découvrant cette mine d'or au Mexique. En 1912, il achète Porquerolles pour 1 million de francs. L'île reste dans la famille jusqu'en 1971, quand l'État la rachète et la classe parc naturel. Les héritiers n'ont pas tout vendu. Ils ont conservé quelques-unes des plus belles parcelles. Et ils sont encore 7 à vivre sur l'île toute l'année. Parmi eux, Yves Lebert, 61 ans. Il s'occupe de l'entretien d'un hôtel de luxe. Ça marche toujours pas, l'eau? Non? Et là, tu les as toutes mises en même temps et à chaque fois, ça décolle. Bon, bah écoute, je vais rappeler Fred et je vais lui dire de venir. Hein. Contrairement aux apparences, l'homme à tout faire un peu bougon. Ah putain, fais chier. Est millionnaire. Avec ses frères et sœurs, il a hérité de cet hôtel construit par son grand-père. Un 4 étoiles, niché au cœur d'une pinède. Avec sa plage privée et son restaurant, classé 1 étoile au guide Michelin. Voilà madame, monsieur, donc la lotte. Un croustillant parfumé à la coriandre, vous avez également la carotte glacée et les pétales de couleur pickles. En été, la chambre pour 2 en demi-pension coûte 530 € la nuit. Et l'établissement affiche toujours complet. La famille d'Yves a confié la gestion de l'hôtel à un directeur. Salvatore Troia, 35 ans d'expérience dans l'hôtellerie, a dû s'habituer à travailler avec ce propriétaire atypique et très pointilleux. On va savoir s'il va enlever les feuilles qu'il y avait dans la piscine. Il ne l'a pas fait. Où ça? Ici. C'est rien ça. Là. C'est rien. Ça c'est le vent. Ça. Mais oui, non mais d'accord. Je te dis pas que c'est pas le vent. Je te dis simplement que tu peux les enlever. Si. Mais pourquoi le truc n'est pas réparé? On peut le réparer. Pourquoi est-ce qu'il a été cassé? Parce que tu l'as pas réparé. Yves s'est installé sur l'île il y a 40 ans. Il a toujours travaillé dans les hôtels et les restaurants appartenant à sa famille. Je nettoie. Enfant, il passait ses vacances ici, sur l'île de sa grand-mère. C'était une époque formidable. On avait l'île pour nous tout seuls. C'était cabane, balade, pique-nique, très souvent des pique-niques. C'est un rêve de gamin en fait, c'est ça? Ah ouais. Depuis, il a dû apprendre à partager. En juillet et août, c'est comme ça, sans discontinuer. Ça commence à être un peu trop, quoi.
Chaque matin, c'est le débarquement sur les quais de Porquerolles. Quasiment déserte en hiver, l'île accueille jusqu'à 15 000 visiteurs par jour en été. Les touristes ne peuvent circuler qu'à pied ou en vélo, mais il y a tout de même des embouteillages. Au plus fort de la saison, Porquerolles est surpeuplé. La grande majorité des touristes ne restent que le temps d'une journée, car l'île ne compte que 150 chambres d'hôtel. La moitié appartient à la famille d'Yves. Sa fille Adèle dirige un petit hôtel situé au cœur du village. Merci. Yves y déjeune tous les jours avec Fred, le plombier de l'île. C'est du paleron de Black Angus. On va essayer de le mettre à la carte. Donc il faut nous dire ce que vous en pensez. Adèle, 30 ans, a grandi sur l'île. Elle a suivi des études d'hôtellerie en Suisse et a dirigé un hôtel 5 étoiles à Paris. Il y a 2 ans, son père lui a proposé de revenir travailler avec lui. L'occasion s'est présentée parce que les anciens directeurs et directrices partaient. Mon papa m'a appelé en me disant Sébastien et Stéphanie s'en vont, si ça t'intéresse. Et il a raccroché. Voilà. Et après, j'ai dû me démerder. Voilà. Et vous manquez en fait votre fille, c'est ça? Eh oui, je suis content, je suis très fier que tu sois. Il veille sur moi, il regarde si je me suis bien couchée. Voilà. L'hôtel d'Adèle est une ancienne pension de famille de 28 chambres. Là, je peux rentrer? Attendez, je vais voir si... Celle-ci mesure 15 mètres carrés. Elle est facturée 170 € la nuit en été. 40% plus cher que sur le continent. Voilà. D'accord. Merci. L'établissement est une sorte de musée entièrement dédié à sa famille. Ici, on a un grand-père, donc François-Joseph Fournier. Un peu là, bouge un peu. Et ici, on a la personne la plus importante pour moi, c'est ma grand-mère. Adèle lui avait promis de revenir un jour pour s'occuper de ses hôtels. C'est dans mes gènes, quoi. Alors que je me suis promis, étant petite, de jamais travailler dans la restauration, jamais travailler dans l'hôtellerie, parce qu'on voit jamais ses parents, parce qu'ils ont jamais le temps, parce que tout ça. Finalement, j'y suis retournée parce que c'est plus fort que nous, quoi. Adèle habite même la maison de sa grand-mère. L'une des plus grandes demeures de Porquerolles, avec vue sur la mer. En plus des hôtels et des restaurants, sa famille possède également plusieurs villas situées dans les plus beaux coins de Porquerolles. Chacune est estimée à plusieurs millions d'euros. La propriété de son oncle Sébastien est l'une des plus chères. Ce viticulteur de 72 ans a construit sa maison au milieu de ses 35 hectares de vignes. Ah bah là c'est calme. Hein. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas dérangé par les voisins. Et alors de l'autre côté des vignes, là, il y a la calanque du Brégançonnet, qui est une des trois belles calanques de l'île, qui est assez superbe. On va aller à la cave. Le domaine dont il a hérité emploie 6 personnes à l'année. Ça va? Il produit 130 000 bouteilles par an et vend un tiers de sa production sur l'île. L'exploitation a été lancée par son grand-père, toujours présent sur l'étiquette. L'affaire est rentable, mais Sébastien sait qu'il ne pourra pas la garder dans la famille. En 40 ans, la valeur de son domaine et de ses bâtiments a été multipliée par 20. Un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros, devenu trop cher pour le transmettre à ses enfants. Ma mère a pu payer les droits de succession pour nous, parce que quand elle a vendu à l'État, parce qu'elle a vendu quand même en 70, et elle nous a tout donné à ce moment-là, elle a payé les droits de succession. Mais nous, on pourra pas tenir, on tiendra pas le choc, quoi. Ça vous rend triste? Bah oui, parce que c'est une histoire, oui, ça me rend triste, ça me rend très triste, ouais. Depuis que l'île est classée parc national, toute nouvelle construction est interdite et les prix de l'immobilier ont explosé. Cette maison de 5 chambres, sans vue sur la mer, est proposée à la vente 3 millions d'euros.
340 000 € pour ce studio de 30 mètres carrés situé en rez-de-chaussée. Porquerolles devient progressivement une île de millionnaires, de résidences secondaires. Allez, on y va. Antoine, tu viens? L'école n'accueille plus que 19 enfants, 2 fois moins qu'il y a 20 ans. Sur l'île, il n'y a pas de cantine, mais des restaurants en pagaille. Alors mon petit, il est là. Les petits porquerolais y ont leurs habitudes. Ah, mais il nous en manque quelques-uns aujourd'hui. Ils déjeunent chaque jour dans un établissement différent. Ouais, ben on envoie comme ça, ils peuvent commencer. Oui, chérie. Qu'est-ce qu'on mange? Tu vas voir, c'est la surprise. Mais dis-moi! Assis-toi. Tu me dis sinon. Lise fait partie des 5 restaurateurs qui se relaient pour nourrir les bambins. Alors, ça, c'est un petit feuilleté maison au jambon. Après, on a un émincé de poulet riz basmati. Et en dessert, on leur a fait du fiadone. C'est un dessert corse à base de broutche et citron. Il faut pas leur dire, il faut dire que c'est un gâteau. Elle touche 8 € par repas. Les parents en payent la moitié. Feuilleté, chérie. Le reste est financé par la commune d'Hyères, dont dépend l'île. C'est trop bon. Oui, c'est bon, je sais, mais je n'en veux pas. Goûte un peu, tu vas voir comme il est trop bon. Le service est assuré à tour de rôle par des parents ou des grands-parents d'élèves. Tutut, on ouvre le garage. Tutut, on ouvre la bouche. Allez, 2 par 2, on y va. Au revoir Lise, merci Lise. Reviens les. Oh, t'as tué le chien. Oh mon Luc, comment tu vas? Oh putain, il me manque une belle fille, mais pas moi, c'est... Adèle, la gérante de l'hôtel, a fait son primaire à l'école du village. Ça sent la défaite. Parmi les camarades de classe de l'époque, plus de la moitié a quitté l'île. Là, ils jouent entre vieux, et moi, je suis trop jeune. Oh la chipie. J'ai pas le droit de venir. Oh la chipie. Oh la chipie. La population est vieillissante et les jeunes, ils vont sur le continent, donc il y a moins de monde à l'école, il y a moins de monde, voilà. Après, on est quoi? On est une vingtaine à rester entre 20 et 30 ans, on est une vingtaine à peu près. La table est mise, Zézé. La table. Dans la famille d'Adèle, l'attachement à Porquerolles est tel que certains ont même choisi leur métier uniquement pour pouvoir rester sur l'île. C'est le cas de Charlotte Lebert, la cousine d'Adèle. Elle qui rêvait de voyage au bout du monde, n'a jamais quitté la maison où elle a grandi. Depuis 39 ans, elle se lève chaque matin dans un décor de rêve. Vous avez envisagé de partir ou pas? Non. Jamais? Non, je me suis posé la question parce que être ici, c'est un peu la facilité. Mais en même temps, je m'y sens tellement bien que pour l'instant, j'ai pas envie d'en partir, quoi. Divorcée, mère de 2 enfants qui vivent avec elle une semaine sur 2, elle travaille dans un cadre encore plus idyllique. Elle dirige le seul restaurant de plage de Porquerolles. Créé par ses grands-parents, avant que la loi littorale n'interdise les constructions en bord de mer. Bonjour Charlotte. 150 couverts, un snack et une plage privée avec 50 transats loués 18 € la journée. La plage d'Argent, bonjour. Oui, pour combien de personnes? Alors, on a un premier service où il faut arriver à 12h15 maximum et après ça va être 13h30. En été, il faut réserver 4 jours à l'avance pour avoir une table en bord de 6 mer. personnes. Et c'est à quel nom? L'établissement, ouvert d'avril à septembre, emploie 10 saisonniers. Gilles, 56 ans, est le chef de cuisine. Il travaille ici tous les étés depuis 9 ans. C'est du homard? Ah non, c'est du bar. Ça c'est des loups. Ça c'est la belle bête. Là c'est du petit. Hein. Ces poissons sauvages ont été pêchés en Méditerranée. Mais ils ont beaucoup voyagé avant d'arriver ici. Il y a du local mais très rare en fait parce qu'on passe tellement de marchandises que ça vient de Rungis.
12h15, la terrasse de Charlotte est noire de touristes. Avec plaisir. Reste à leur faire manger les poissons de Rungis. Pour en vendre un maximum, les serveurs les présentent à chacune des tables. Alors, messieurs, dames, je me permets de vous proposer la pêche sauvage. Donc aujourd'hui, poisson entier sauvage à partager à 9,90 € les 100 grammes. Nous avons du Saint-Pierre, nous avons du loup. Un Saint-Pierre. Charlotte, à la découpe, s'il vous plaît. Facturés 99 € le kilo, ces poissons sont les produits sur lesquels le restaurant fait sa plus grosse marge. Les garnitures arrivent tout de suite. D'accord, merci. Merci beaucoup. Magnifique, Ces 3 copines originaires de Savoie sont venues une journée à Porquerolles pour fêter un anniversaire. Le cadre, la mer, le ciel bleu, ça fait c'est les vacances, quoi, c'est super. Un repas de vacances à plus de 60 € par personne. Approvisionnés uniquement par bateau, les restaurants sont en moyenne 30% plus chers que sur le continent. C'est une affaire qui marche, la plage? Non, pas du tout. Il n'y a qu'à voir. Non, ça marche bien. Il m'en manque 2 fois 75. Fais péter la carte. Avec plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, la plage de Charlotte est l'établissement le plus rentable de la famille. Et même si elle pourrait faire le plein tous les soirs, elle s'offre le luxe de fermer à 18 h, un jour sur 2. Après le départ de la dernière navette, Charlotte et son équipe ont la plage pour eux. Tous ces saisonniers sont logés sur l'île, dans des appartements qui appartiennent à la famille. Ils en sont pas là, on est sauvés. Il faut bien. Avec cet environnement-là, quand même, c'est pas mal. Seul, sur une plage presque déserte, comme sur une île privée, comme autant des arrière-grands-parents de Charlotte.